Bonjour, bon dimanche à tous, chers téléspectateurs de l'émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Sur ce plateau, nous sommes avec Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé des questions économiques, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Dadi Osila, journaliste à Télé Congo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Ensemble, nous allons analyser l'actualité autour de la succession du pape François, et les opérations d'assainissement confiées à une société turque et la guerre des mots à l'opposition congolaise. Suivons cet élément pour aborder notre premier élément. Qui pour succéder à François à la tête de l'Église catholique? Quelques heures après la mort du pape, plusieurs noms émergent déjà. Celui de Pietro Parolin d'abord, secrétaire d'État du Vatican. À 70 ans, il est considéré comme un homme de compromis, diplomate, mais parfois jugé trop effacé. Deuxième favori, un autre Italien, le cardinal Matteo Zuppi. Âgé de 69 ans, ce progressiste est connu pour son engagement social, envers les migrants notamment et les personnes homosexuelles. Cela serait le retour d'un pape européen, mais il pourrait aussi venir d'ailleurs, du Brésil par exemple, avec le cardinal Da Rocha à gauche, ou des Philippines, avec Luis Antonio Tagle à droite. Jamais l'élection d'un pape n'a en tout cas été aussi internationale. Aujourd'hui vont entrer en conclave, enfin d'ici quelques semaines, des hommes qui viennent d'Oulan-Bator, du Lesotho, du Timor oriental, donc vraiment des quatre coins du monde, avec des préoccupations qui ne seront pas du tout celles des poids lourds européens. Un enjeu géographique, idéologique aussi. Quelle direction cette élection donnera-t-elle à l'institution religieuse ? Les clés de l'Église seront-elles confiées à un homme sur la même ligne progressiste que François, comme Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille ? Il partage les idées du défunt pape sur les questions migratoires et interreligieuses. Au contraire, les cardinaux feront-ils confiance à un homme plus conservateur, comme le Guinéen Robert Sarah à gauche ou l'Allemand Gerhard Müller à droite ? Dans l'ombre, c'est une bataille politique qui se joue. Bien, nous avons vu donc le pape François est décédé, donc après doit s'ouvrir une période où un moment où il doit être remplacé. Alors, Albert, peut-on penser que les cardinaux africains qui sont en lice pour la succession ont une chance que l'un d'eux soit choisi pour succéder au pape François? Écoutez, honnêtement, tous les cardinaux qui sont là, qui vont prendre part au conclave, ont chacun sa chance de succéder au pape François. L'Église catholique n'est pas un parti politique, n'est pas un club, une organisation de présélection à quelques Nobel. C'est une institution qui se guide sur la parole de Dieu et qui, comme telle, fait ses choix au moment où il le faut. Les uns disent sous l'inspiration du Saint-Esprit, les autres sous la contrainte et la contingence du moment. Donc, on ne peut pas, à ce niveau, à ce propos, parler de pape. Vous savez, c'est la tendance. Et on a vu Monsieur Obama aux États-Unis conduire la première puissance économique du monde. On a dit, voilà, un noir y est arrivé, et donc pourquoi pas l'Église, et pourquoi pas le FMI, pourquoi pas la Banque mondiale, etc. Donc, non, on n'en est pas là. Moi, je pense que les Africains que nous avons aujourd'hui ont très certainement la capacité de diriger l'Église, de suivre la doctrine comme il faut, mais il y a un danger que les uns et les autres s'empressent de signaler, c'est le danger du schisme, c'est-à-dire de la séparation de l'Église en plusieurs entités qui tireraient à U et à Dia, et qui sortirait donc du chemin de la voie de l'Évangile tel que suivi par les 3-4 derniers papes. Voilà, pape africain ou pape non africain, ce sera un pape. Si on lui trouve des couleurs, ce ne seront pas des couleurs idéologiques en tout cas. Et donc, voilà. Ok. Pape africain, pape, ça sera un pape, oui, mais Alphonse, quand on regarde l'histoire des papes au Vatican,
Mais il n'y a pas quand même un pape africain. Est-ce que pensez-vous que cette fois-ci, ça sera la bonne année pour qu'un pape africain puisse s'installer au Saint-Siège? Bon, il faut déjà noter que si géographiquement on veut définir les choses, on peut dire que l'Afrique a déjà eu un pape, n'est-ce pas? C'était au IIe siècle, même s'il était ressortissant de l'actuelle Libye. Mais toujours est-il que ça fait partie de l'Afrique. Mais je pense que le problème ne se situe pas à avoir un pape, qu'il soit asiatique, africain, ou américain, ou européen. Ce qui est important, c'est d'avoir un pape qui peut, pour moi, sortir des oripeaux du progressisme que, par exemple, a présenté le pape François, parce que derrière cette façon de dire qu'on a un pape qui accède aux desiderata du monde moderne, a quelquefois écorné l'image de l'Église. Hein. Vous vous souvenez, avec l'autorisation du pape de pouvoir bénir des mariages LGBTQ, ce qu'on appelle vulgairement, ou en français facile, les homosexuels, cela a créé quand même une espèce de division, c'est-à-dire entre l'Église vue de l'Afrique, l'Église catholique vue de l'Afrique et l'Église catholique vue à partir, n'est-ce pas, du vieux continent. Ce qui fait que ce qui me paraît plus important aujourd'hui, c'est que l'Église se réconcilie avec elle-même, avec quelques chrétiens qui, à un moment donné, commencent à douter de l'Église catholique avec certaines déviances. Ce qui me paraît donc plus important, c'est ça. Ce n'est pas parce que le pape sera noir ou parce qu'il sera brésilien ou parce qu'il sera européen, mais c'est de faire que l'Église s'en tienne aux Saintes Écritures et marche avec les aspirations du peuple en fonction des Saintes Écritures qu'elle défend. Oui, Dadi, pour le moment, nous sommes en train de piloguer sur un pape africain. Peut-on penser que si un pape africain prenait le Saint-Siège, il pourrait être à la hauteur des aspirations que doit mettre en place un pape? Sans doute, parce que un pape, c'est déjà un prêtre qui a fait un cheminement très long. Il arrive pratiquement à la fin de sa vie. Vous voyez bien, les candidats, ils sont dans les 70 à 80. Donc, ceux qui ont plus de 80 déjà ne sont pas des votants. C'est des gens qui ont la matrice de l'Église catholique. Et Albert l'a dit, il faut éviter le schisme, puisque c'est la responsabilité première d'un pape, c'est consolider l'Église catholique. Alors, le pape François a eu un certain progressisme que Alphonse Ndongo a noté, et la marche normale de l'histoire fait que on part du progressisme pour revenir à des éléments un peu plus traditionnels, à ce qui est un peu plus entre guillemets carré. Donc, je pense que le plus important c'est l'idéologie. Ce qui est le plus important, c'est les priorités qui seront adoptées par l'Église catholique, par le truchement du nouveau pape. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est que l'Afrique n'a pas été, on parle toujours de l'européocentrisme, que l'Afrique suit assez bêtement l'Europe et ses idées. Et cette fois-ci, avec par exemple la bénédiction des ce qu'on appelle homosexuels, on a vu l'Église catholique africaine s'élever, être vent debout contre cette idée-là. On voit que du côté sur les principes traditionnels de l'Église catholique, nous les conservons. Si vous voyez un peu dans l'Église catholique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une perte de vocation. En Europe même, il y a une sorte de d'effritement de l'amour de l'Église catholique en Europe. Mais si vous allez dans les périphéries, Asie, Afrique surtout, l'Église catholique est encore très présente, solidement ancrée. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, on a toute notre chance. On a toute notre chance. Si je parle en tant qu'Africain, chauvinisme, mais cela dit, le pape, quand il devient pape, il n'appartient plus à un pays. On voit avec l'enterrement du pape François. Ce n'est plus l'Argentine qui, bien sûr, fait ses obsèques. C'est l'Église catholique. C'est aussi le Vatican qui est un État. Et donc, ce sera un souverain. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a des chances. Mais comme l'on dit ici, on l'a dit sur le plateau,
ce n'est pas forcément ce qui est nécessaire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'Église revienne un peu sur les fondamentaux qui ont failli, entre guillemets, mettre à mal beaucoup de chrétiens dans le monde. Nous allons attendre que cette réunion, on va dire comme le collège électoral qui va se réunir pour voter ou pour choisir un nouveau pape puisse rendre son verdict. Merci. Nous allons passer donc à notre prochain sujet et je vous invite à suivre cet élément. Pour faire face à la problématique de gestion des déchets ménagers qui débordent sur les artères des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, a patronné le 23 avril à Brazzaville la cérémonie de signature des contrats de délégation des services publics pour la collecte des déchets solides et l'exploitation des services de propriété à Brazzaville et Pointe-Noire avec la société Al-Barak Waste Management, une société qui prend le relais de Averda dont le contrat avec le Congo avait pris fin. Aujourd'hui, le contrat qui a été signé entre la ville de Brazzaville et Pointe-Noire dans le secteur de l'assainissement, et souvent il est basé sur la collecte de déchets, le transport, le point d'enfouissement et aussi le désengorgement de canaux, donc de caniveaux. Donc c'est sur base de ces lignes-là que nous avons signé ces contrats. Et aussi, il faut savoir que la société Al-Bayrak est experte dans ces secteurs pendant plus de 40 ans. Nous travaillons dans ces secteurs dans plusieurs pays, au Pakistan, en Guinée et dans plein d'autres pays. Le ministre en charge de l'assainissement a aussi mis en garde les populations qui créent des décharges sauvages au détriment de la santé de tous. Nous constatons que certains citoyens préfèrent choisir les raccourcis, c'est-à-dire qu'ils font 10 mètres, 20 mètres devant leur maison et jettent les ordures. Et je profite de l'occasion aussi pour dire que nous allons mettre en place une brigade qui va surveiller et ceux qui seront pris en flagrant délit vont payer. La société Al-Bayrak, une société turque de droit congolais, travaillera sur les opérations de ramassage de déchets à Brazzaville et à Pointe-Noire pendant 5 ans. Voilà, après Averda, une société libanaise, la gestion des ordures congolaises est maintenant confiée à la société Al-Bayrak, une société turque. Alors, Alphonse, le Congo a toujours du mal à gérer ces ordures, mais c'est pas qui doit finalement le faire. Oui, je dois quand même dire une chose, c'est que 60 ans après, nous confions encore la gestion de nos ordures à des sociétés étrangères. Et souvent, bon, ça me fait rire parce que les gens disent, oui, on peut aussi gérer notre propre monnaie. Si on n'arrive pas à gérer les ordures, on les confie d'abord à des Libanais, maintenant c'est à une société turque, Al-Bayrak. D'ailleurs, je dois aussi, entre guillemets, dire quand même que le modèle choisi par le Congo pour justement choisir une société, s'il fallait donc justement choisir une société étrangère, ce modèle me paraît quand même discutable. Parce que dans un monde où on veut plus de transparence, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un appel d'offres où on va choisir, comme on dit, l'offre la mieux disante, c'est-à-dire c'est lui qui présente le meilleur prix et les meilleurs atouts techniques. Et parlant justement de cette société Al-Bayrak, je n'ai rien contre elle, c'est un très grand groupe turc qui est multicar, qui fait dans le transport, qui fait dans le bâtiment, qui fait un peu tout, qui a commencé ses activités en 1952. Mais à ma connaissance, elle n'est pas nantie d'une forte expérience, je dis bien d'une forte expérience en matière de gestion des ordures. Elle était à Kinshasa en face. D'ailleurs, ce contrat a été résilié par le maire de Kinshasa, c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que on avait constaté que cette société n'avait même pas l'expertise et le matériel, et donc c'est l'argent payé par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui lui permettait d'acquérir quelques matériels, mais d'utiliser aussi le matériel qui était déjà, n'est-ce pas, sur place. Donc, il a suffi que donc ce contrat soit résilié là-bas pour que bon, elle traverse, enfin, qu'elle fasse 5 minutes par canot rapide
pour arriver à Brazzaville. Je pense que si on va aller vers des structures dans la gestion, dans une gouvernance plus moderne, si et seulement aussi dont les gens estiment que nous n'avons pas d'expertise pour gérer nos ordures, ce dont je doute, je pense qu'il faut quand même procéder à ce qu'on appelle un appel d'offres. Et moi, j'aurais été plus content, enfin, plus heureux de voir que oui, on a sélectionné une société qui est nantie d'une expérience et qui, en même temps, peut donc faire un plus. Parce qu'il s'agit quand même des enjeux de plusieurs milliards de francs CFA. On reviendra sur le mode de financement tout à l'heure. Oui, Albert, peut-on penser qu'avec Al-Bayrak, les ordures congolaises ne vont pas connaître le sort qu'on a connu avec Averda? En tout cas, moi, vraiment tout à fait naïvement, je me dis l'essentiel est que les ordures soient dégagées. C'est-à-dire que la société soit libanaise, turque ou papouas-guinéenne, je sais pas. Il faut que la ville de Brazzaville soit une ville qui, vous savez, il y a 2 semaines, on disait que nous étions la ville la plus sale au monde. Et ça fait mal d'entendre ce genre de choses. Bon, évidemment, le ministre Mungala réagit fortement contre cette assertion, mais l'essentiel est que nous ayons une société efficace qui nous dégage, qui nous enlève les ordures que nous trouvons parce que nous les mettons devant notre porte d'entrée dans la parcelle. Il y a ça. Et puis, il y a l'autre question, finalement, c'est la question de notre souveraineté, de notre nationalisme. Je dis, on est congolais, et ce mot-là ne veut pas dire simplement, bon, voilà, confier la gestion des choses essentielles aux autres, mais il est grand temps, nous avons des cadres qui sont allés apprendre à l'étranger, qui sont revenus. Il est temps aussi, je pense, de chercher à leur mettre le pied à l'étrier pour que nous apprenions de nos enfants, de nos aînés qui sont allés aux études et qui sont revenus, que nous pouvons, nous aussi, gérer la ville. Parce que ce que je me dis, c'est combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Combien de temps va durer une société turque donc à ramasser les ordures, surtout si, tel que le dit Alphonse Ndongo, c'est une société qui a eu un échec juste en face de chez nous. RDC qui a à peu près la même typologie de problème que nous. Et donc, bon, voilà, il reste que nous devions nous armer de patience, mais nous armer de patience, c'est aussi la floraison des bactéries, des microbes, alors donc voilà. Bon, à voir. Ok, à voir. Alors, Dadi, nous avons écouté ce que Alphonse a dit, que c'est une société qui était en RDC et qui n'a pas eu des résultats concluants, mais curieusement, qui se retrouve ici en République du Congo. Ne va-t-on pas revivre l'épisode à Verda? Alors, c'est un contrat. Dans le contrat, il y a une obligation de résultat. Si les résultats au bout de chaîne n'arrivent pas, je pense que les deux parties vont s'asseoir comme avec Averda, trouver une autre forme un autre consensus pour agir s'il faut avoir un autre opérateur. Et c'est maintenant cet éternel recommencement qui est le vrai problème. Parce que nous sommes, Albert l'a dit, nous sommes un État souverain et le Congo n'a pas toujours été dans ces secteurs comme ceux de l'assainissement gérés par les étrangers. Il fut un moment, le Congolais, par ses mairies, par les puissances publiques, a su gérer un certain nombre de questions. Donc, ça sont des éléments assez importants. Malheureusement aussi, cela renforce l'idée que voilà l'homme d'affaires ou l'homme comme ce qu'on appelle chez nous opérateur économique n'est pas totalement sérieux. On peut pas faire avec ce qu'on a, et ça renforce un certain nombre des stéréotypes qu'il faut aujourd'hui chasser de notre pays. Donc, je pense que c'est un élément, c'est un bien, et il faut pas que ce soit un bien pour un mal futur. Il faut voir comment on va faire en sorte que ce bien ne soit pas un mal futur, parce que aujourd'hui,
Averda a eu le même schéma, ramasser les ordures, mais il n'y a pas l'économie de l'assainissement derrière, c'est-à-dire il n'y a pas la transformation des déchets, il n'y a pas une productivité quelconque. À un moment ou un autre, si l'État, et on connaît les difficultés que l'État aujourd'hui a honoré un certain nombre de questions, etc., que l'État n'arrive pas à tenir, on va se retrouver peut-être dans la même situation qu'Averda. Donc, on règle un problème, on l'a réglé avec ce contrat, mais il faut qu'on règle les futurs problèmes qui vont arriver par cette perte de souveraineté. Moi, je pense que ça devient un peu difficile de voir. C'est pas que sur certain. Sur beaucoup d'aspects, on abandonne assez facilement. On cherche la facilité, la solution la plus simple. C'est-à-dire vous trouvez un opérateur qui travaille, que ce soit pour faire une route, que ce soit pour faire un quelconque service. Il n'y a pas une stratégie globale pour amener l'État à être capable d'utiliser ses cerveaux, d'utiliser ses savoir-faire locaux, et aussi d'utiliser les entrepreneurs locaux qui sont capables de réinjecter l'argent dans l'économie nationale. Il ne faut pas oublier que quand une société a une nationalité turque, c'est en Turquie qu'elle paye ses impôts. Et justement, nous, il y a un rapatriement de fonds qui va se faire parce qu'il va rapatrier l'argent dans son pays. Et nous qui avons mis notre argent public, il faut voir combien sont prélevés pour les fonctionnaires. Je crois que c'est 120 millions, je sais pas, on me corrigera. Mais ça, c'est notre argent, c'est l'argent public. Et cet argent-là va finir par partir quelque part et qui ne sera pas réinjecté dans l'économie. On va tourner en rond parce que lorsqu'on aura besoin que l'économie s'exporte, que l'économie produise davantage sur d'autres secteurs, on n'a pas suffisamment de capital d'industrie pour faire cela. Oui, Alphonse, on a présenté cette entreprise comme une société turque de droit congolais. Oui, bon, ça ne veut rien dire. Toutes les sociétés qui arrivent pour s'installer chez nous, ça peut être MTN, mais ce sont des sociétés de droit congolais. Mais ça veut dire que ça ne les empêche pas de pouvoir rapatrier, comme l'a dit. Elles ont les maisons mères. Voyez-vous. Donc, ce qui crée quand même aussi, il faut le reconnaître, une raison des devises. C'est une société, c'est un groupe multicarte, oui, qui a son siège à Istanbul, mais bon, avec des antennes comme ils sont à Kinshasa, parce qu'ils sont justement engagés à Kinshasa, il faut le reconnaître, dans un projet, je pense, de mobilité urbaine, hein. S'il faut appeler ça ainsi, je ne dirais pas que c'est déjà un métro, mais c'est quelque chose comme ça qui permet la mobilité urbaine. Donc, ça veut dire que être de droit congolais, c'est juste parce que ça, c'est une exigence que les autorités congolaises demandent à une société multinationale de se constituer, n'est-ce pas, localement. Et voilà pourquoi on parle de société de droit congolais. Mais au finish, ça, il faut le noter, et Dadi a su le dire, il y a non seulement le fait que il y aura l'érosion des devises, parce que ces gens doivent rapatrier leurs bénéfices. Nous, on a besoin sur place que nous ayons des gens qui peuvent le faire, parce que je vous apprends que dans nos mairies, à Pointe-Noire ou à Brazzaville, il y a des structures de voirie, c'est-à-dire des gens qui ont été formés, c'est-à-dire la qualité de ressources humaines est là. Et même par le passé, on le sait bien, à l'époque du monopartisme, qu'il y avait quand même des structures, des voiries urbaines qui travaillaient. Donc, pourquoi ne pas, après l'expérience, la mauvaise expérience, qui coûte d'ailleurs cher avec Averda, pourquoi n'avoir pas voulu mettre en exergue ce qu'on appelle le local content? Je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire, et c'est pourquoi moi, je suis toujours en train de dire que cette façon de procéder, ça va nécessairement nous conduire dans la même difficulté qu'on a eue avec Averda. Et pourtant, en ce qui concerne le financement, la loi de finances 2025 a essayé d'identifier les possibilités de financement, des niches. Par exemple, il faut faire un prélèvement de 1% sur les déchets plastiques biodégradables. Donc, ce qui signifie que les sociétés brassicoles et les sociétés qui fabriquent les eaux, qui produisent des eaux minérales, plus tous ceux qui peuvent faire l'importation, vous avez fait venir une veste, il y a un sachet, tout ça là, ce sera retenu au niveau de l'entrée au Congo parce que vous devez payer cet argent. Donc, il y aura déjà là une source de financement qui, pour moi, me paraît quand même assez sûre. Hein, parce qu'à l'époque, avec Averda, on ne comptait que sur les 2000 francs qu'on prélevait sur le salaire de chaque Congolais.
Pourquoi donc n'avoir pas, pourquoi ne pas, à mon humble avis, maintenant qu'on a identifié une meilleure possibilité de financer, même si aussi, je dois aussi relever un fait, hein, il y a quand même une ambiguïté. Parce qu'on parle, ce n'est pas clairement défini que cet argent ira au ministère de l'Assainissement, dans le cadre de la loi de finances. Ça voudrait dire que ça doit aller au niveau du ministère de l'Environnement. Ce qui peut, évidemment, entre-temps, créer, n'est-ce pas, des petits conflits. J'espère que il y aura certainement, au niveau de l'intergouvernemental, interministériel plutôt, on va s'asseoir pour essayer de recadrer les choses parce qu'en principe, cet argent devrait être versé au ministère de l'Assainissement. Maintenant qu'on a quand même des niches, il y a aussi, je pense, au niveau des charges locatives, hein, c'est-à-dire on va identifier à travers les locations, c'est-à-dire l'habitat, pour que ces gens contribuent aussi, même si ça me paraît encore très difficile parce qu'il faut identifier, n'est-ce pas, les maisons. Mais je pense personnellement que le Congo dispose des moyens pour gérer ses ordures et cela pourrait se faire via les mairies. Ok, le Congo dispose des moyens pour gérer ses ordures, comme a dit Alphonse. Nous attendons ce que va produire cette société Albaïrak pour gérer les ordures produites au Congo. Je vous invite